ça y est, la porte est maintenant terminée et donc toute la partie béton cellulaire est terminée. Donc très simple, hein, empiler dessus. Reste à mettre ensuite à la fin les cornières, donc qui viennent ici, les bouts vissés, juste pour soutenir les pierres à l'avant, hein, c'est tout. Donc là de toute façon c'est déjà bien soutenu, donc on va laisser bien sécher. Donc là j'ai mis le joint haute température en haut pour fermer, on peut voir qu'il est jaunâtre et non pas rouge, donc ça choque moins. Globalement tout est bien empilé, bien fermé, donc tous les joints sont corrects. Donc on va laisser sécher avant d'ouvrir, hein, parce que j'ai bien ajusté le joint à l'intérieur quand j'ai monté les pierres, donc j'ai mis quelques cales, tout ça pour que ce soit vraiment bien ajusté, et on va laisser sécher 24 heures avant de toucher et d'ouvrir la porte. Voilà, donc là déjà c'est bien avancé, donc on a déjà des bonnes, on peut voir les bonnes dimensions, hein. C'est vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est béton cellulaire. On va pouvoir attaquer encore quelques jointures à faire à l'intérieur, comme j'avais expliqué avec le joint à haute température. Et ensuite, on va attaquer la partie électrique. Donc toute la partie four pierre étant terminée, j'ai mis les cornières de fixation ici, donc pour tenir compte, tout ça c'est mis en place. Ensuite, à l'intérieur, je me suis occupé des résistances, donc qui sont maintenant en place. Alors c'est vrai qu'elles paraissent un peu petites, hein, mais bon, elles sont quand même 1650 watts chacune, ce qui fait quand même une bonne puissance pour atteindre les températures désirées. Donc ça devrait normalement être bon. Dans le pire des cas, c'est relativement facile de rajouter une résistance sur le dessous, par exemple. On pourrait en mettre une facilement, voire même en rajouter une à chaque côté si nécessaire. Mais je pense pas que ce sera nécessaire. Donc on verra selon le temps que ça mettra à chauffer. Ensuite, donc elles sont fixées, vissées simplement dans les bétons cellulaires, hein, donc vis sans cheville, donc un petit avant-trou, et puis ça prend, le filetage se fait dans le béton cellulaire. Ça tient pas énorme, hein, c'est sûr, c'est pas pour tenir des charges, mais là c'est très très amplement suffisant, c'est bien serré, ça bouge plus. À l'arrière, j'ai simplement percé les trous et j'ai mis de la colle sur la petite plaquette pour le coller dessus en même temps que les visser. Et à l'arrière, les câbles sortent simplement avec les cosses sont mis dessus, donc des câbles haute température avec des cosses qui sortent à l'arrière. Donc la partie électrique n'est pas encore faite, hein, donc là j'ai vraiment juste fixé ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la boîte, le coffret de contrôle, de commande, panneau de commande. Donc sur le panneau de commande qu'on va mettre de côté ici, il faudra tout simplement maintenant percer les trous carrés pour les écrans les contrôleurs de température. Donc je vais les faire à la fraise, je pense. Mettre ça sur la fraise et fraiser nos trous carrés tout simplement. Alors voilà la suite du four. Donc j'ai fait tous les joints internes avec le joint gris. Bon, c'est sûr, c'est pas aussi esthétique que s'il était blanc, mais l'important c'est que ça soit fermé et résistant à haute température. J'ai également fait une rainure ici tout autour, donc tout simplement pour le joint d'étanchéité, puisque si on le met à plat, il va pas trop bien tenir, je pense, alors que dans une rainure, ça sera beaucoup mieux. Donc j'ai fait la rainure avec un vieux ciseau à bois taillé en arrondi ici, tout simplement à la main, ça va très bien, main levée, et on pourra mettre la cordelette bien dedans. Alors attention, ces cordelettes, c'est de la fibre de verre, mettez des gants, hein, parce que ça rentre facilement dans les doigts. Donc gants, genre caoutchouc, quelque chose d'assez épais. Évitez le tissu parce que c'est encore pire, ça va se mettre dedans et se coincer dedans, après vous pouvez de toute façon les jeter. Donc précaution à prendre. La fibre de verre, c'est pas très agréable de se prendre des morceaux dans les doigts. Donc tout est fait au niveau du joint. Alors attention, j'ai changé de joint parce que j'avais à l'origine le joint blanc qu'on peut voir ici, qui était le premier que j'avais, dont j'avais parlé avant. Ce n'est pas un joint mais uniquement une colle, c'est à dire que là il sèche quasiment pas, il est toujours pas sec, ça fait un sacré bout de temps qu'il est dessus, ça fait quasiment 2 semaines et il est toujours pas sec. Donc j'avais contacté le fabricant et effectivement c'est uniquement lorsqu'il est assemblé qu'il va sécher. Là il commence à être sec, bon ça ira, faut encore nettoyer un peu tout ça, mais c'est bon.
J'ai donc racheté un nouveau type qui est ici, qui est celui-ci, donc Kilosa Firestop jusqu'à 1500 degrés, et qui lui est semble vraiment pas mal. Donc il sèche rapidement, donc 24 heures environ, hein, et on peut faire des beaux joints. C'est un vrai mastic bien propre et qui durcit bien. Donc j'ai tout fermé ce qui était à fermer. J'ai fait les sorties de câbles, boucher les trous aussi avec ce mastic, boucher les trous des barres fixes du haut. Bref, tout est bien étanche à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pas fait les angles ici parce que je veux d'abord coller le joint, et après on verra, enfin le joint fibre, et après on verra pour fermer encore éventuellement sur le pourtour et les petites crevasses ici. Donc c'est vrai que j'aurais préféré du joint blanc puisque ça aurait été plus esthétique, puisqu'on peut pas, entre des pierres comme ça, c'est impossible de faire un joint tout beau tout propre, hein, c'est juste pas possible. Mais bon, je veux dire, le but c'est d'être étanche et d'être propre, d'être plus ou moins correct. C'est vrai que l'esthétique ça aurait été mieux. Pareil pour l'extérieur, bon, j'aurais préféré à l'extérieur, je peux encore par la suite ici donc mettre une tôle devant par exemple, faire une porte fixée sur les cornières, une tôle complète, et on verrait plus rien. Mais bon, comme dit, ça c'est du détail. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fonctionnement. Donc maintenant, je vais coller le joint extérieur, laisser sécher, et on pourra ensuite, entre temps, passer à la partie boîtier de côté. Donc on va passer à la fraise pour faire le trou, les trous des écrans, des régulateurs de température. Bon, nous voilà sur la fraise, sur la fraiseuse, et on va s'occuper maintenant de la partie usinage, donc enfin perçage entre guillemets, hein, des deux trous carrés. Donc je vais un peu vous exposer le montage. Donc on a des trous à faire de carrés de 45 par 45 à plus 0 à plus 0,6, donc 0 à plus 0,6, donc on a 6 dixièmes de tolérance, donc pas en dessous de 45, mais on peut aller jusqu'à 45,06, 45,6 je veux dire. Il me semble que c'est ça sur la feuille. C'est bien ça, donc 45 plus 0,6, 0. Donc là, on va dépasser légèrement les 45, puisque 45 c'est un peu juste pour le forcer dedans, vu que c'est boîtier en plastique. Je vais y aller à 45,3 mm. Donc j'ai fait un tracé vite fait au crayon, hein, très basique, qui va me montrer où va se situer les cadrans. Je vais juste légèrement les décaler par ici, donc je vais commencer un peu après le trait, parce que je préfère l'avoir plus vers ici, puisqu'à l'intérieur il y a les barres qui passent derrière, et je ne veux pas être trop près pour pouvoir encore fixer mes ride-in et mettre mes contacteurs. On va légèrement aller vers ici. Alors, point intéressant ici, c'est le montage. Alors le montage, comment j'ai fait? Très simple, j'ai utilisé un gros bloc qui me sert d'équerre et de fixation, hein, donc c'est un bloc que j'utilise pour la fixation, très pratique, hein, c'est un bloc carré, enfin rectangle, mais pas en équerreur, on peut l'utiliser debout, couché, dans tous les sens. Il y a des trous partout et des rainures en T ici, donc super bloc, très pratique. Alors je l'ai fixé au milieu avec ici une bride de fixation, et il est uniquement fixé au milieu, hein, donc ça quand c'est pas nécessaire, donc là j'ai pas fixé plusieurs fois. Et surtout je l'ai mis d'équerre avec la table, donc à 90 degrés par rapport aux rainures de la table, donc sur l'axe droit parallèle à l'axe X, à l'axe Y. Alors pour faire ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis, hein, donc c'est juste des trous pour fixer les trucs, donc il n'y a vraiment pas de précision extrême à respecter. J'ai simplement pris une équerre à chapeau que j'ai mis dans la rainure de la table, et contre le bloc pour le mettre d'équerre tout simplement. Donc là on est largement dans une bonne d'équerre de façon relativement précise, hein, donc très largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Alors pareil, une bride suffit, puisque là pareil, hein, fraise de 6 mm là-dedans, il n'y a vraiment pas beaucoup d'effort. Ensuite, pour fixer ça dessus, j'ai utilisé un grand serre-joint, tout simplement, cale en bois dur, ici,
et dedans ici pour bien l'appuyer contre. Et vraiment, il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de risque pour une fraise de 6 mm. Encore une fois, c'est des montages qu'on ne fait pas n'importe comment. Et surtout, c'est des montages qu'on n'utilise pas n'importe quand. C'est ça le plus important. Là, j'utilise ce montage uniquement parce que l'effort à transmettre est très faible. Autrement, j'aurais jamais fait ce montage comme ça. J'aurais déjà calé 2 fois celui-ci, plutôt 3 fois, une fois au milieu, une fois sur chaque côté, puisque j'ai les 3 rainures et que seule celle du milieu correspond une fois engagée, alignée. Et j'aurais mis ici un deuxième sergent éventuellement, plus encore une bride en bas pour le tenir sur la table, par exemple. Donc après, tout dépend des travaux à réaliser. Donc là, c'est très facile. On est donc bien fixé et on va maintenant mettre une fraise. Alors pour l'alignement ici, on va faire un alignement visuel par rapport au trait, hein, tout simplement. Comme dit, il n'y a pas beaucoup de précision. Puis ensuite on fera à la visu, on ira de 45 moins le diamètre de la fraise, bien sûr. Ne surtout pas oublier quand on fait ce genre d'opération, le bout de la fraise commence au trait. Donc l'autre côté de la fraise et dans mon cas 6 mm plus loin si j'utilise une fraise de 6. Donc il ne faut pas faire 45. Puisque si on fait 45, on se retrouvera avec 6 mm de plus. Donc on déduit le diamètre de la fraise pour faire un trou à la bonne taille, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, les coins seront donc, plus on utilise une fraise grosse, plus on aura des coins en rayon. Et on veut l'éviter au maximum puisqu'il me faut un carré. Donc les coins, je les finirai à la lime, tout simplement. C'est très facile à faire, c'est pas une tôle épaisse. Donc une lime carrée et on enlève les coins. Ensuite, pour aller au deuxième, on utilisera la visu tout simplement, puisque je connais la distance entre les deux. Et donc on se placera comme il faut de l'autre côté. Alors c'est approximatif par rapport aux traits. Les traits sont mis à peu près dessus pour simplement repère et surtout pour point de départ. Donc je vais commencer ici, faire celle-ci, revenir à 0, revenir de la bonne distance ici et faire celle-ci. Donc je vais vous en montrer une et l'autre, ça sera la même chose. Voilà, j'ai donné mon 0 ici, donc point de départ. Et bon, on va aller maintenant, comme le diamètre est de 6 mm, on va aller de 39 mm vers ici. Donc on vérifie et on est bien arrêté au trait. Donc on a bien une coupe parfaitement bonne et c'est impeccable. On va donc maintenant revenir de 39 par ici. Donc 39 plus les 6 mm, ça nous fait bien les 45 ici. Pareil de ce sens là. Ensuite c'est très simple, on revient à 0 vers en haut et à 0 vers ici. Et notre carré est terminé. Parfait. Ça y est, notre premier trou est fait. Et ça a très bien fonctionné. C'est plutôt pas mal.
Et voilà, le premier est fait. Donc bien garder à l'œil la machine, surtout au moment où le carré ici tombe, parce qu'il peut être projeté. Donc là on a pas mal de marge autour, mais dans certains cas ça peut être dangereux. Voilà, je vais donc faire exactement la même chose ici, donc je fais ça hors caméra puisque c'est la même chose et je vous reprends après. Donc là tout simplement je suis nouveau à 0, 0, hein, donc on va XY et je vais venir de ma dimension que je connais jusque là, tout simplement pour être à l'autre. Hein. Donc je connais la dimension de là, ce trait à ce trait et on y est. Et en axe X de ce sens, on reste à 0. Et voilà, les deux trous sont faits parfaitement comme prévu au bon endroit. Et à la bonne dimension, je l'espère en tout cas. Bon, d'après ce que j'ai mesuré au réglé, c'est bon. Voilà, je vais donc enlever tout ça, passer un petit coup de lime dans les angles et voir si les boîtiers rentrent dedans. Ça y est, les trous sont bien, les coins sont bien carrés maintenant. J'ai un peu ébavuré tout ça. Ça rentre parfaitement dedans, il n'y a quasiment pas de jeu, tout est caché autour, c'est vraiment impeccable. Je vous montre ça après. Par contre, j'ai fait une petite connerie. Je me suis trompé de côté. Donc je voulais pas la mettre de ce côté, je voulais mettre de l'autre côté. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, dans le coin là, il y avait une vis. Donc un petit boulon soudé dessus qui sert pour les masses, tout ça. Bon, je n'ai pas l'utilité puisque j'ai les masses qui iront là-dessus. Sur la partie des ride-in, donc ça c'est pas le problème. Mais bien sûr, ça tombait tout pile dans le coin ici. Et ça me gênait forcément pour mettre mon écran dessus, donc le pourtour. Alors seule solution a été de l'enlever. Et là par contre ça peut parfois être compliqué, donc là c'est pas mal. Quasiment plus rien, ça gênera plus là. Et pour ça j'ai utilisé une petite meuleuse d'angle pneumatique. Donc une Mac Tool, spécialement à petit disque. Très puissante et très pratique parce qu'elle a une tête. Alors j'ai dû enlever la protection sinon j'arrive pas à rentrer et là j'ai pu rentrer dedans parfaitement pour faire ma coupe et lisser ce qui reste. Alors elle est géniale parce qu'elle est articulée, on peut la tourner droite et de ce sens. C'est vraiment génial, super outil. Donc là je suis bien content de l'avoir parce que je vois pas trop comment j'aurais pu faire autrement. Donc là c'est bon, c'est réglé. On va peut-être mettre un petit coup de peinture encore là-dessus avant de monter tout ça pour éviter la rouille. Et voilà, donc je vais nettoyer comme il faut, hein, parce que c'est plein de poussière et plein de limailles et de petits copeaux. Et on va peut-être pas les laisser dedans. Donc on va nettoyer tout ça et je vous reprends. Voilà, c'est propre. Et pour montrer, j'en ai mis un dessus. Donc ça rentre parfaitement dedans, avec quasiment pas de jeu à peine. Et c'est très propre. Donc on a un tout petit peu de jeu comme il faut. Ça prend bien sur le bord, une fois qu'il sera fixé, ça sera impeccable. Donc, pareil des deux côtés. Pareil ici. Et à l'intérieur, on a largement de la place pour mettre les contacteurs et tout ce qui s'ensuit. Donc il y aura deux contacteurs qui seront mis un en dessous, au-dessus de l'autre, je pense, à l'arrière ici. Ça sera plutôt bien accessible. Sur les boutons, tout ça, c'est parfait. Et le joint est maintenant collé. Donc le joint fibre de verre ici. Dans sa rainure, ça a super bien fonctionné. Donc en un morceau, la coupe est au bout ici. Et c'est plutôt pas mal. Donc j'ai utilisé la colle qui est livrée avec, qui est très ressemblante au joint que j'ai mis entre la colle... c'est une colle aussi que j'ai mis là, donc c'est le même type de colle et ça tient vraiment bien, donc c'est vraiment très agréable à poser, très facile à poser. Bon, c'est à peu près droit, donc ça s'écrase là où ça s'écrase bien sûr, et ça prend parfaitement la forme puisque quand c'est fermé, en arrivant contre le joint sans pousser, ça nous laisse à peu près un demi-centimètre d'ouverture. Et on a ainsi un demi-centimètre de pression en pousser contre pour que ça soit vraiment bien fermé, quoi. Et donc sans forcer trop, hein, ça pousse pas trop dessus, c'est exactement ce qu'il faut. Donc ça ferme vraiment bien, en restant bien étanche. Voilà pour la partie là. Donc il me reste encore à mettre fermer les petites interstices ici, les petits joints ici
éventuellement faire un joint tout autour ici, donc peut-être selon ce qui me reste en colle, on verra. Donc là c'est en séchage depuis quelques heures maintenant, et c'est déjà relativement dur, donc il est indiqué séchage, qu'il faut laisser 2 à 3 heures, là ça doit faire 4-5 heures. Donc je vais encore laisser sécher ça comme il faut jusqu'à demain. Ensuite le boîtier maintenant, donc les ouvertures sont faites. Je vais pouvoir le fixer de côté, donc percer, tarauder sur le côté. Donc fixer ça, mettre tout ce qui est, prévoir ensuite la partie électrique. Alors petite chose aussi, j'ai commandé des nouvelles roulettes, parce que les roulettes là ils sont donnés pour 400 kg, les 4. Mais franchement ça me paraît très lourd. Rien qu'à déplacer, je sens qu'il y a du poids. Alors le problème c'est là on est largement en dessous des 400 kg, c'est clair. D'après, on doit être à peu près entre 150, à peu près à 150 kg, un peu plus, entre 150 et 200 kg, d'après mes calculs par rapport au nombre de briques que j'ai utilisées, plus le poids du cadre. Mais le problème c'est qu'il y a le four de trempe qui est juste ici. Donc le gros four de trempe ici, qui lui va aller, qui doit aller par-dessus, et lui il doit bien faire, il fait largement plus de 100 kg. Donc je pense qu'on se rapproche vraiment beaucoup des 400 kg et c'est relativement risqué. Donc j'ai pris 4 roulettes d'un autre type qui vont jusqu'à 600 kg. Donc là ça devrait vraiment le faire. Mais c'est clair que c'est quand même un sacré poids. Voilà, donc c'est déjà pas mal. On va refermer ça, laisser le joint comprimé dessus. Donc là on peut voir ce qui reste ici, hein. Donc là j'ai déjà un peu serré. Si je le ramène juste contre, voilà, là on est contre, il me reste à peu près ça d'ouverture et que je peux appuyer contre facilement à la main. Mais en étant quand même un peu dur pour vraiment bien se fermer. Donc juste le mettre contre, avec les fermetures ici. Sans le serrer trop, jusqu'à demain. Voilà, je vous reprends donc pour la prochaine étape. Donc je suis en préparation maintenant du système électrique et j'ai fait mes petits essais. Donc j'ai branché provisoirement pour vous montrer un des régulateurs. Donc on a la sonde ici et il est branché sur le secteur. Donc l'affichage de la température actuelle est en haut, on peut voir si je la prends en main, ça va rapidement monter. Voilà, donc là ça commence à monter rapidement. Ok, donc là il est en route. Donc en bas c'est la température voulue, en haut c'est la température actuelle. Donc pour modifier, on modifie ici avec le bas haut, hein, tout simplement. Alors par 0,1 degré avec le point ici, ou alors par degré complet, ou alors par dizaines de degrés, voire même par centaines de degrés. Donc ça c'est pas mal, parce qu'on peut modifier rapidement et précisément comme on veut. Donc là on va descendre, hop, on va mettre 3 degrés, un peu beaucoup, 6 degrés 5 ici. Voilà, donc là il s'est arrêté, on a entendu le bruit du petit contacteur qui va commander le gros. Et la LED qui s'est arrêtée, donc là il tourne plus. Donc là pour lui la température est supérieure à ce que je demande. Donc il ne chauffe plus. Et si on remonte, hop, on va mettre ici, on a 7, 8, hop, 27 degrés par exemple. Voilà, et là il se remet en route. On a aussi des modes, alors j'ai pas encore tout essayé, hein. Je sais qu'il y a un mode manuel aussi, donc là on est en auto. Je sais qu'il y a un mode manuel aussi où on peut varier soi-même, mettre en route coupée, hein, donc marche forcée si on veut. Et plusieurs autres types de fonctions que j'ai pas encore étudiées. De toute façon, bon, comme dit, moi la fonction qui m'intéresse c'est de mettre la température et que je veux et qui me la garde. Voilà, c'est tout, hein. Donc ça fonctionne.
Donc j'ai fait un petit branchement provisoire, hein, c'est vraiment du bricolage, faut faire attention, hein, parce qu'on ne peut pas mettre les doigts dessus, il y a du courant. Mais c'est vraiment juste pour tester. Donc j'ai testé les deux fonctionnent parfaitement bien. Alors attention à la polarité de la sonde, puisque si vous inversez la polarité de la sonde, on a un problème de température qui marche à l'envers. Hein. Donc au lieu de monter, quand on met les doigts dessus, ça descend. Rien de bien grave, hein, il n'y a pas de dommage ni quoi que ce soit. Donc j'ai fait mon schéma électrique. On peut voir ici, donc vite fait, hein, donc schéma simple. Alors c'est vraiment très simple, hein, c'est un système, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc commande des deux fours. Donc là les deux PID, donc les deux régulateurs de température. On a ici les sources de courant. Donc 3 phases, un neutre, une terre. Qui sont utilisés pour ce montage, puisque je suis obligé d'utiliser un neutre, puisqu'on en a besoin pour alimenter les régulateurs, qui nécessitent un neutre, plus une phase, puisqu'ils sont 230. Et également le four du bas, qui lui fonctionne avec deux résistances 230 volts, donc une sur chaque phase. Enfin, je vais choisir 2 phases qui vont servir pour ça. Donc on a ici KM1, qui est notre premier contacteur. Donc pour illustrer, voilà, les contacteurs, ils sont posés dedans, je les ai montés sur un rail digne ici, et il y a largement la place pour faire passer les régulateurs ici. Donc il y a largement la place comme c'est présenté actuellement. Donc 2 contacteurs de puissance qui eux sont vraiment pour couper la puissance. Donc un plus costaud, donc là c'est le MC14 jusqu'à, je crois que c'est 14 ampères. Ça doit être 14 ampères, il me semble. C'est pas indiqué, donc c'est un 5,5 kW le MC14 en 400 volts. Et l'autre c'est un 4 kW en 400 volts. Donc c'est le pouvoir de coupure normal, en usage normal. Avec tous les deux des bobines 230 volts. Donc là, on ne met pas de 24 volts, hein, puisque j'ai pas envie de mettre un transfo. Donc bobine 230. C'est suffisant. Alors contrairement à ce que je pensais, donc quand j'avais acheté le four de traitement thermique, celui qui viendra au-dessus, il était indiqué 9 kW, mais je pense que le vendeur ne savait pas trop, vu que c'est écrit nulle part. J'ai pris mes mesures, donc j'ai fait mes calculs, j'ai mesuré mes résistances, j'ai fait mes calculs d'intensité puis de puissance. Et j'ai fait également des mesures en fonctionnement, donc en coupant une phase et en mettant un ampère-mètre, donc en série, sur chaque phase, et ça me donne une puissance d'environ 5 kW. Donc un peu moins de 5 kW. Donc là on est parfaitement dans les clous pour ce contacteur. Ensuite, donc les deux contacteurs qui sont représentés ici, donc KM1 et KM2. Donc KM1 c'est celui pour la commande du four de traitement thermique, celui du haut, et KM2 pour le four que vous avez vu en fabrication, que j'ai fabriqué pour le bas. Alors, l'idée est simple. Donc on a ici les sondes, donc les deux sondes, une dans chaque four, les sondes de température. Ici on a l'alimentation en 9 et 10, donc phase neutre pour alimenter le contrôleur de température. Et ici on a tout simplement 7 et 8, notre contacteur interne au régulateur. Donc c'est un interrupteur commandé si vous voulez, hein, donc c'est très simple. Lorsque la température est atteinte, il se coupe d'un côté. Donc là, il se coupe. C'est comme si on appuyait sur un bouton, tout simplement. Donc comment que ça fonctionne? C'est très simple. On a ici nos deux contacteurs qui sont alimentés. Donc c'est un interrupteur commandé par une bobine. Donc c'est ça le principe du contacteur, hein. Il y a plusieurs interrupteurs intégrés dedans qui sont commandés par une bobine. Quand on alimente cette bobine, hop, ça simule entre guillemets notre doigt qui appuie sur l'interrupteur, tout simplement. Et qui laisse, comme si on laisserait le doigt dessus, comme un bouton poussoir. Mais pour cela, il faut qu'elle soit alimentée en tension. Donc c'est des bobines 230 volts, donc on fait venir un neutre d'un côté, la bobine, donc les deux bobines, et de l'autre côté, on l'alimente par l'intermédiaire du régulateur de température, qui lui va alimenter l'autre côté de la bobine. Quand l'autre côté est alimenté, le contacteur se ferme, laisse passer le courant vers le four, vers les résistances. Voilà, tout simplement pareil pour les deux, c'est deux fois la même chose en quelque sorte. Et quand la température atteint, il coupe cette phase et la bobine n'est plus alimentée, le contacteur s'ouvre et il n'y a plus de courant qui passe aux résistances. Et voilà, ça chauffe plus, tout simplement, c'est vraiment très simple. Alors ici on utilise les 3 phases puisque c'est en triphasé. On n'utilise pas le neutre vu qu'il n'y a pas de neutre sur le four du haut.
Sur le bas, on utilise 2 phases et un neutre, puisque c'est 2 résistances monophasées qui sont en 230. Donc on en met une sur une phase et l'autre sur l'autre phase, tout simplement. Alors, il peut y avoir une petite modification à ça. Là, on remarque que toutes les sources de courant arrivent en une fois. C'est-à-dire que on a un câble qui vient alimenter les deux fours. Cela dit, ça fait une puissance relativement importante pour alimenter les deux en même temps, sur un seul câble. Donc je suis obligé d'utiliser une section relativement importante pour alimenter les deux en même temps, si les deux tournent en plein régime en même temps. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est plutôt qu'utiliser ce système-là, je vais utiliser 2 câbles séparés, donc 2 sources d'alimentation séparées. Ce qui fait qu'il aurait 2 prises de courant pour son utilisation. Donc une prise pour le four du haut, une prise pour le four du bas. Alors c'est intéressant parce que ça peut être pas mal, puisque ça séparerait bien les deux. Parce que là, quand on branche, si on a une seule prise, on branche une prise, les deux fours se mettent en route, enfin en tout cas les 2 régulateurs de température se mettent en route. Si j'utilise uniquement le four du bas pour la peinture par exemple, pour la chauffe d'une peinture poudre, je n'ai pas besoin du four du haut. Donc ça serait inutile de faire tourner le four du haut ou même d'alimenter le régulateur, même si on ne l'utilise pas. Donc ça peut être bien d'avoir 2 prises séparées qui permettent d'utiliser dans des prises de tension plus basses, donc pas de tension mais d'ampérage plus bas. Et du coup je peux utiliser les prises 16 ampères classiques que j'ai partout dans l'atelier, ce qui me permet de le brancher n'importe où dans l'atelier. Si j'utilise une alimentation pour tout, je ne peux pas utiliser une prise classique 16 ampères de triphasé 16 ampères, puisque c'est pas assez puissant. Donc je suis obligé de mettre une 32 ampères que je n'ai pas dans l'atelier. Donc je suis obligé d'en poser une spécialement pour ça. Donc je pense que je vais mettre 2 câbles séparés. Alors bon, ça change rien finalement dans le principe, c'est toujours le même principe, mis à part que les sources partent une fois ici et une deuxième source vient ici pour le bas. Voilà. Donc je pense que c'est assez clair, c'est très simple, c'est vraiment un système assez basique. Et on est prêt maintenant pour donc percer les trous. Donc on a les trous à percer ici et pour les sorties de câbles. Donc je vais faire comme j'ai dit, hein, donc je vais mettre 2 alimentations séparées. Il faut plus de câbles, ok, mais au moins on peut faire ça comme ça. Donc 2 alimentations séparées et on aura donc 2 trous pour ça, plus 2 trous pour les sondes. Et également alors, 2 autres trous encore pour les sorties vers les fours. Donc là il faut voir ce que j'ai comme presse et tout pour les sorties et je vais percer les trous là-dedans. Alors maintenant on va s'occuper des sorties entrée câbles. Donc on a ici les presses étoupes que j'avais dans mon stock, hein, donc de bonne taille, qui sont en état correct. Certes pas neuf mais bon, c'est pas mal. Donc on en a 2 gros. Entrée-sortie de la tension, donc entrée arrivée de courant pour le gros four du haut, sortie de la boîte pour l'alimentation du four du haut. Donc câble grosse section, donc du 5 fils en 5G25, donc du 5 fils avec des conducteurs de 2,5 mm carré qui sont amplement suffisants puisqu'ils sont ils peuvent conduire jusqu'à 12 kW en moyenne sur une longueur relativement correcte. Donc là, il n'y a pas une grande longueur, donc il n'y a pas de souci, on est large dans les clous. Ça suffirait même pour alimenter les deux, mais comme dit, c'est la prise qui pose problème. Donc je vais mettre 2 prises. Et donc pour la partie four du bas, celui que j'ai construit, on a la sortie légèrement plus petite puisqu'on utilisera du 5G 1.5, qui sera très largement suffisant vu qu'il fait 3 kW et demi. Donc ça sera pour l'entrée. Ensuite, on a les 3 là, donc 2 petits pour les sondes, plus un petit pour l'alimentation du four du bas, puisque là du coup c'est pas un câble qui sort, mais c'est 4 petits conducteurs directs. Il n'y a pas d'isolant comme un câble, c'est juste des conducteurs puisque c'est des fils haute température. Donc j'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc, on va utiliser ça. Donc le diamètre est suffisant. Donc on va percer ça comme il faut dans la boîte. Alors pour percer ça comme il faut déjà vérifier à quel endroit on va les mettre, puisqu'on ne veut pas les mettre n'importe où.
Si on les met n'importe où, on va être embêté, on ne veut pas tout mettre en dessous. Donc ce que je vais faire l'entrée, les deux arrivées d'alimentation sur le dessous. Donc à ce niveau-là, un peu plus vers l'avant aussi, on ne va pas le mettre trop près du four puisque ça chauffe. Donc celui-là et celui-là, de cette manière-là, à peu près, voilà. Ok, ensuite, la sortie du gros four du haut, comme il est au-dessus de la boîte, viendra ici. Plus la sonde qui sera un peu plus décalée par ici. Donc ça sortira pour la sonde et l'autre pour l'alimentation du four, plus la sonde du four en haut. Et à l'arrière viendra, plutôt sur le dessous encore, sur le dessous la sortie, donc tout au bout, ici, la sortie haute température, la sortie pour le four avec les fils haute température, pour le four du bas. Et ensuite reste la sonde que je vais probablement, alors je sais pas si je vais la mettre ici ou ici, enfin je verrai, pour la sonde du bas. Alors, plusieurs problèmes, enfin c'est pas vraiment des problèmes, mais je vais expliquer un peu ce que je veux dire. On a ici des diamètres relativement importants à percer. Donc là on a là il faut percer à 24 mm de diamètre. Alors si vous avez déjà percé avec des fourrés standards dans de la tôle, sur des grands diamètres, vous savez que c'est une belle galère et que c'est vraiment, c'est une misère. C'est une misère parce que quand vous arrivez, quand le fourré passe, il prend déjà à l'extérieur, il va vous arracher la tôle, il va déformer la tôle souvent, donc souvent c'est vraiment galère à percer avec un fourré normal. Alors, on peut utiliser des cloches. Le problème c'est que les cloches, il faut en avoir à tous les diamètres, puisque ici j'ai 3 diamètres différents déjà. C'est pas pratique. Ou alors le truc le plus pratique que j'ai trouvé, c'est le fourré étagé. Donc là, on peut percer avec ce type de fourré, on peut percer tranquille des gros diamètres sur des tôles, puisqu'il va petit à petit augmenter le diamètre sans pour autant donner de gros efforts importants. Donc ça fonctionne super bien sur la tôle. Donc c'est vraiment fait pour la tôle de toute façon. Version hélicoïdale. Je préfère la version hélicoïdale à la version droite, puis ça évacue le copeau comme un fourré. Et on a donc tous les diamètres de 4 mm à 30 mm. Donc là on est largement dans les clous. Et ça c'est vraiment top. Donc là on peut vraiment percer tranquille sans se fatiguer. Et sans avoir peur d'arracher et déformer la tôle. Donc ça c'est vraiment le mieux. Alors prenez de la qualité. Hein. Là j'ai un Pferd qui vient d'Allemagne. Très bonne qualité. Donc prenez de la qualité. Les pas chers ça marche pas aussi bien. Voilà, je vais donc tracer ça et on va percer. Donc, j'ai déjà fait un trou pour tester, donc ça fonctionne parfaitement bien. Ça bloque un petit peu, mais c'est vraiment autre chose que de le faire avec un fourré standard. Donc attention, vitesse de rotation. L'idéal, ça serait de monter la vitesse au début, puis réduire doucement, mais c'est un peu chiant, chaque fois arrêter, modifier. Donc on va faire ça en une fois à petite vitesse. Et voilà, on a un super trou à la bonne taille. Donc on vérifie. Oups. Et c'est impeccable. Et voilà, je vais donc faire la même chose pour les autres. Donc là c'est les deux de 16 et on va faire la même chose en 24. Donc j'ai mis un petit coup de marqueur qui va permettre de montrer où s'arrêter sans avoir besoin sans louper son coup, hein, parce que si on va un cran trop loin, on peut bien s'imaginer que ça sera trop grand. Voilà, on va faire les autres trous. Ça y est, tous les trous sont maintenant percés. Donc vraiment parfait. Bon diamètre, bien rond, bien ébavuré, très propre, sans bavure, sans marque dans la peinture. C'est vraiment pas mal. Ça y est, ça avance bien. Donc j'ai installé la sonde ici,
qu'on peut voir juste dépasser là. Donc j'ai percé un trou, vu que c'est une sonde normalement vissée, j'ai percé un trou plus grand derrière et juste j'ai fait un épaulement à l'intérieur à ça de la paroi avec un fourré plus petit. Et je l'ai poussé dedans et j'ai collé, j'ai rempli de colle, de la colle grise là, à l'arrière. Donc de toute façon, s'il faut la changer, la colle s'enlève relativement bien quand même. Il n'y a pas de souci. Donc elle est collée dedans et c'est en séchage. Donc je l'ai placé au milieu assez haut. Mais pas trop haut non plus, puisqu'on ne veut pas que ça prenne la chaleur tout en haut. Et j'ai aussi fixé le boîtier. Donc le boîtier est maintenant fixé. Donc fixé avec 3 vis, 3 boulons de 6, donc du M6. Donc j'ai percé et taraudé directement dans le métal. Donc on ne peut pas fixer sur 4 puisqu'ici c'est creux, vu qu'il n'y a pas de ferraille. Et j'ai dû mettre une petite cale ici de l'autre côté, parce qu'on peut voir ici avec simplement un boulon, un écrou, en dessous, entre le boulon qui est juste la bonne épaisseur. Et on peut voir que c'est bien droit. Alors le fait qu'il n'est pas là, ça ne dérange pas du tout parce que c'est super rigide, hein, c'est une boîte, hein, donc vraiment très très rigide, il n'y a aucun problème. Et c'est hyper solide. Donc les deux sorties, sortie sonde vers le haut, four du haut, sortie courant, four du haut. Les deux entrées, ici donc des câbles courants, donc l'alimentation des deux ici. La sortie courant du four du bas ici, de celui-ci, donc les deux fours, les câbles isolés haute température. Ici c'est la sonde, donc sonde température du four du bas qui est installée, donc je l'ai collé, donc là je ne vais pas encore tirer le câble, hein, bien sûr il faudra ranger les câbles, mais je ne le fais pas pour l'instant, comme je viens de la coller, il ne faut pas trop bouger. Et on peut voir qu'on est très bien, c'est un bon emplacement à mon avis, puisque je peux facilement accéder au panneau. Sans qu'il prenne trop la chaleur, et il reste une bonne marge ici pour éviter que ce soit collé contre le four. Voilà, donc en sortie câble, on aura une prise, deux prises, donc deux câbles de ce type là avec une prise comme ça au bout de chaque câble. Donc on pourra alimenter séparément le four du bas et le four du haut, puisque je ne vais pas forcément les utiliser en même temps. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de séparé. Et voilà, donc branchement très simple, la boîte est largement assez grande et ça sera très propre.